Hello, je suis Yasmina, coach mindset et fondatrice de Boost ton potentiel. Après des années de salariat et un passage par la case reconversion pour remettre du sens dans ma vie professionnelle, j'accompagne désormais les entrepreneurs à passer au stade supérieur de leur business et à atteindre leurs ambitions tout en préservant leur équilibre de vie grâce à mon approche holistique qui intègre corps et esprit. Si tu cherches à développer un mindset puissant, à atteindre la réussite et à mettre en place un équilibre de vie, ce podcast est pour toi. Dans chaque épisode, je t'offre une dose d'inspiration et de conseils dans la joie et la bonne humeur pour t'aider à nourrir ton esprit, élargir ta perspective et tracer ta voie vers le succès. Prête à plonger dans l'épisode du jour ? C'est parti. Hello et bienvenue dans ce tout nouvel épisode qui coïncide avec mes 2 ans d'entrepreneuriat. Et à l'occasion, je souhaitais te partager toutes les leçons que j'ai apprises et que j'ai intégrées grâce à ces 2 ans d'expérience en tant qu'entrepreneur, en espérant qu'à ton tour, ça puisse te servir dans ton développement au quotidien. Mais avant cela, je voulais te proposer d'abord de commencer par t'abonner au podcast pour que tu puisses être notifié à chaque sortie d'épisode. Ensuite, je te propose de partager en masse le podcast avec des personnes que ça peut intéresser, que ça peut booster, motiver, mettre en action pour générer du résultat dans leur entreprise, pour ensuite pouvoir soutenir ce podcast. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. En tant qu'entrepreneur, ces 2 ans n'ont forcément pas été de tout repos. Effectivement, il y a eu des joies, des victoires, plein de bonnes choses à célébrer, mais pas que. Forcément, il y a eu des défis, des obstacles, des challenges qu'il a fallu relever, dépasser pour arriver à atteindre les objectifs de vie, mais aussi les objectifs pro que je m'étais posés. Et du coup, il y a pas mal de choses où j'ai sans doute perdu du temps alors que j'aurais pu aller plus vite. Donc le but, c'est que je te partage ces petits tips pour que tu puisses à ton tour accélérer au niveau de ton business. Et parmi du coup les leçons que j'ai apprises, j'en ai identifié 10 qui me paraissent primordiales. En fait, à prendre conscience dès le départ. La première, c'est qu'il est essentiel d'être toujours connecté à soi. Par là, je veux dire qu'il est nécessaire d'avoir une super bonne connaissance de soi, puisque on va apprendre à découvrir notre fonctionnement naturel. Par exemple, pour tout ce qui est chronotype, savoir vraiment votre fonction naturelle, biologiquement parlant, quels sont les moments où vous êtes les plus productifs, les plus créatifs et les moments où vous avez besoin de plus de tranquillité pour en fait avoir un planning qui soit forcément pensé en fonction de votre énergie et votre façon de faire naturelle. Donc l'idée, c'est vraiment de sortir de toutes ces injonctions qui disent que l'avenir appartient aux personnes qui se lèvent tôt, etc. C'est complètement faux. Il y a des personnes qui sont des lève-tard, qui sont très créatives et productives la nuit. Mais en tout cas, l'idée, c'est déjà d'avoir une bonne connaissance de soi. Ça passe également par le fait de connaître ses valeurs. Ces valeurs, ça va être primordial pour poser des objectifs alignés avec qui on est, mais aussi les étapes, la façon de communiquer, la stratégie qui soit la plus adaptée, fluide, simple et efficace pour soi. Parce que souvent, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on va avoir tendance à investir dans tout un tas de formations, par exemple, où on va peut-être aller s'inspirer d'autres entrepreneurs qui sont un peu nos modèles de réussite. Et on va se dire, bah tiens, cette stratégie a marché pour telle personne, cette formation m'a appris comment faire telle et telle chose et au final je vais en faire un copier-coller et ça va marcher pour moi. Sauf que dans la réalité, ce n'est pas toujours le cas. Et du coup, pour identifier sa stratégie gagnante, eh bien, il faut avoir une bonne conscience de soi pour connaître ses zones de génie, savoir ce qui est faisable de façon fluide pour soi, que ce soit fait dans le plaisir et non pas dans le forcing ou dans la contrainte. Et à partir de là, en fait, on va définir forcément un business qui est aligné, qui est simple
minimaliste et qui puisse aider à atteindre ses objectifs tellement plus facilement. Et l'idée, c'est justement de sortir de ces injonctions de il faut être, par exemple, présent sur les réseaux sociaux, il faut faire de la newsletter, il faut networker, il faut ceci, il faut cela. En fait, il y a autant de façons de faire que de personnes. Et l'idée, c'est de voir vraiment dans quoi est-ce que on est doué pour faire à sa façon et non pas selon la façon qu'on pense qu'il faut adopter. Et en parlant aussi de la connaissance de soi et sa zone de génie, donc non seulement ça permet de trouver son meilleur moyen de communiquer, de se faire connaître, reconnaître et vendre, ça permet du coup d'adopter la stratégie la plus gagnante pour soi, mais ça permet aussi de découvrir et de mettre en place, de créer, de vendre ce qu'on appelle son offre phare, son offre signature, ou encore un autre terme, le product market fit, où là c'est vraiment le produit où on va aller mettre toutes ces zones de génie, toutes ces zones de brillance, tout ce en quoi on est doué, toutes ses valeurs, sa personnalité, sa façon de faire et qui soit aligné avec une cible bien spécifique et qui réponde totalement à son besoin. Donc ça, c'était vraiment la première leçon que j'ai apprise, c'est connecter toujours à soi, avoir une réelle conscience de soi. Et c'est clairement pour moi le pilier numéro 1 de mes accompagnements, que ce soit en one-one ou dans le sein du mastermind, puisque je passe beaucoup par tout ce qui est typologie de personnalité, numérologie, pour que les coachings soient les plus adaptés possible. Moi, j'ai trouvé du coup ma stratégie qui fonctionne pour moi et vraiment savoir là où j'ai besoin d'avancer, d'évoluer, de travailler pour passer à l'étape supérieure. Et à mon tour, mon objectif, c'est vraiment de vous accompagner de façon la plus personnalisée possible grâce notamment du coup à l'énéagramme, à la numérologie et tout un tas d'autres outils de connaissance de soi. Ensuite, la deuxième chose que j'ai apprise grâce à ces 2 ans d'expérience en tant qu'entrepreneur, c'est que la clarté est primordiale. Je rencontre souvent des entrepreneurs qui ne se posent pas la question de savoir quel est leur objectif. Un objectif doit clairement être défini de façon précise. Si on ne sait pas où on va, on ne saura pas forcément quel chemin emprunter. C'est toujours la comparaison que je fais avec peut-être un voyage où si on ne connaît pas la destination, on ne sait pas quelle route est-ce que j'ai besoin d'emprunter, les étapes à suivre pas à pas pour arriver à destination. Et bien dans l'entrepreneuriat, c'est exactement la même chose. Si on ne sait pas où on va, on ne saura pas quelle chose mettre en place. Et pour savoir où on va, ça passe toujours aussi par la connaissance de soi, la conscientisation de ses valeurs, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, parce qu'on a des valeurs des fois qui vont être transmises par l'éducation, la société et qu'on intègre systématiquement par mimétisme, mais il y a certaines valeurs fondamentales qui nous sont propres et qu'il est essentiel d'aller conscientiser. À partir de là, en fait, on va pouvoir définir une vision claire qui fait qu'on va réfléchir son business autour de sa vie pour vraiment qu'il vienne nous nourrir en tant que personne et nous faire évoluer. Donc l'idée, c'est vraiment de réfléchir à tous les domaines de vie, de se mettre au centre, puisque le but, en fait, c'est toujours de rester donc dans une évolution permanente, certes, de croître en tant que personne, de faire croître son entreprise, mais surtout de s'épanouir et non pas de réussir à n'importe quel prix dans le sacrifice, la douleur, la souffrance. Au contraire, il faut que ce soit fait dans le plaisir, dans la fluidité et que ça sonne juste, que ce soit clairement aligné. Donc quand on pose des objectifs, l'idée c'est toujours d'avoir conscience de ce que ça implique et que surtout que les deadlines soient définis de façon rationnelle. C'est-à-dire que pour moi, je le dis souvent, il n'y a pas d'objectif trop ambitieux, il n'y a que des deadlines très ambitieuses. Donc des fois, si on n'atteint pas des objectifs, peut-être que l'objectif posé est trop élevé, peut-être qu'il ne matche pas avec ses valeurs véritables. Donc c'est tout un tas de choses à aller voir, creuser pour savoir si
j'ai conscience de l'objectif, de ce qu'il implique, ce qu'il demande comme effort, comme éventuel sacrifice en tout cas. Est-ce qu'on renonce à quelque chose en particulier? Est-ce qu'on est prêt pour ça? Est-ce qu'on se rend compte de l'implication que ça demande? Et à partir de là, ça permet de se rendre compte si l'objectif est ok ou est-ce qu'on l'avait mis sur un piédestal, on l'avait peut-être idéalisé sans se rendre compte ce qu'il comportait, ce qu'il impliquait. Ensuite, ça va permettre, en fait, quand on est dans la conscientisation d'un objectif clair et précis, d'éliminer les tâches les plus inutiles pour se libérer du temps sur ce qu'on appelle donc les 20-80. Les 20% de tâches qui vont générer les 80% de résultats. Donc l'idée, c'est de faire toujours moins mais mieux. Donc être dans l'efficience, l'efficacité, la productivité et justement se libérer du temps, de l'énergie pour soi, pour sa famille, ses amis, ses loisirs, son développement personnel, ses hobbies, etc. Troisième chose que j'ai clairement intégrée et apprise durant ces 2 ans, c'est que le perfectionnisme est l'ennemi du progrès. On entend toujours cette fameuse phrase « il vaut mieux fait que parfait ». Alors, le savoir dans le mental, c'est une chose, mais souvent on a tendance à vouloir que le site internet soit le plus parfait, le plus beau, avec les messages les plus faciles à comprendre. On attend d'avoir l'offre la plus aboutie ou avoir une communication, par exemple sur les réseaux sociaux avec des super beaux templates, etc. Ce n'est pas le plus important. En fait, il vaut mieux une vision qui soit assez bonne, entre guillemets, et l'améliorer au fil du temps. Donc, tout reste perfectible en fait, que de rester dans l'attente que tout soit parfait, sachant que la perfection n'existe pas. Donc l'idée, c'est d'aller vers tellement plus d'optimalisme, de l'optimalisme et non pas du perfectionnisme. Est-ce que mon offre est optimale? Est-ce que ce que je propose aujourd'hui, déjà apporte une solution? Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que le perfectionnisme, c'est souvent notre façon de voir les choses. C'est par rapport à ce qu'on imaginait, à un idéal, ça reste une utopie, un Eldorado. Et la personne qui va acheter, qui va aller sur votre site, ne sait pas en fait quel serait votre idéal à vous. Et du coup, en fait, l'idée c'est de finir par comprendre que l'action imparfaite vaut mais tellement plus qu'une action parfaite. Parce que quand c'est imparfait, vous allez passer à l'action, vous allez mettre des choses en place, vous allez générer des ventes, du chiffre d'affaires, du résultat, une rémunération. Et l'idée, c'est justement même d'être preneur, toujours de feedback, et même en toute humilité, de dire à ses clients, eh bien écoutez, là c'est encore nouveau, si tu as des choses que tu proposes d'améliorer, je serai carrément preneur ou preneuse. L'idée c'est que de proposer en fait toujours une expérience de plus en plus optimale et qui réponde le mieux possible à vos attentes, etc. Et quelque part même d'impliquer le client, il va se sentir valorisé. Donc pas de perfectionnisme. D'ailleurs, c'est l'une des méthodes d'auto-sabotage. On ne se rend pas forcément compte, mais en tout cas, mieux vaut fait que parfait. Et si j'allais un petit peu plus loin, lorsqu'on est imparfait, en fait, on paraît tellement plus humain et authentique. Donc, on paraît plus accessible à ses prospects, à ses clients, et on ne fait pas peur, parce que des fois, si c'est parfait, on peut incarner quelque chose d'assez intimidant, d'inatteignable. Et l'idée, c'est d'arriver toujours à attirer des personnes, des clients qui nous ressemblent en fait, parce que ils ont tendance à s'identifier à notre parcours, aux résultats en fait qu'on a réussi à atteindre. Et l'idée, c'est d'être là en toute humilité, à dire ok, j'y arrive, mais je suis loin d'être une personne parfaite, il m'arrive de me tromper, je suis dans l'amélioration continue et tout n'est pas parfait du premier coup, j'arrive quand même à avancer, à mettre des choses en place et c'est totalement ok. La 4e chose que j'ai apprise durant ces 2 ans en tant qu'entrepreneur, c'est que si tu ne te bouges pas, personne ne le fera pour toi. Donc rien ne vaut l'action. Souvent, j'ai remarqué que beaucoup d'entrepreneurs, j'en ai fait partie au démarrage, avaient tendance à croire qu'il suffisait de créer du contenu,
pour attirer les clients qui vont être forcément demandeurs de vos services. Eh bien non, ça ne suffit, mais tellement pas, surtout quand on est en phase de démarrage. L'idée, c'est toujours d'aller vraiment à la rencontre des gens, de mettre des vraies actions en place qui vont générer du résultat. Donc, d'identifier ces choses, ces tâches, ces personnes essentielles qui peuvent nous aider à nous rapprocher de notre intention, de notre destination qui était posée au préalable. Et souvent, ce que ça cache, l'inaction, c'est tout simplement des croyances vis-à-vis peut-être de soi, du monde, mais aussi des peurs, un manque d'estime, un manque de confiance en soi. Et je ferai d'ailleurs un épisode sans doute concernant la confiance en soi et l'estime de soi et comment ça peut justement paralyser dans l'action. Mais l'idée, c'est vraiment d'identifier ces peurs, comprendre pourquoi on procrastine, pourquoi est-ce qu'on est dans l'immobilisme, pourquoi est-ce qu'on a du mal à se mettre en mouvement alors même que souvent on sait ce qu'on a besoin de faire pour avancer quoi. Et l'idée donc là c'est de se dire ok, il n'y a que moi qui suis responsable de ce que je sème et du coup ce que je récolte. Donc rien ne remplace l'action. Quand on se cache derrière des écrans à juste créer du contenu et à attendre, il va rien se passer. Et ça m'amène justement à la 5e chose que j'ai intégrée, la 5e leçon qui me semble vraiment primordiale, c'est que la question de la cible restera toujours centrale. Je parlais du fait de passer constamment à l'action, mais ce qui va être important, c'est vraiment de connaître la cible sur le bout des doigts. Alors quand on démarre tout juste, c'est ok si ce n'est pas totalement clair et je dirais même que c'est totalement sain d'avoir une cible plutôt large et de se donner le temps de cheminer, d'avancer, d'expérimenter, d'être en contact de diverses personnes pour ensuite voir ce qui vibre, ce qui anime, là où on prend du plaisir à accompagner, à faire évoluer. Et petit à petit, ça va s'affiner et on finit par trouver la cible, donc le client de cœur qu'on a envie d'aider, d'accompagner. Quand je parle du fait d'être toujours dans le mouvement, dans l'action, eh bien, dans la question de la cible, il ne suffit pas de créer du contenu qui parle à ses douleurs, à sa problématique et lui proposer des solutions. Le plus important, c'est d'être au contact avec cette cible pour vraiment la connaître sur le bout des doigts. Et quand je dis ça, c'est vraiment avoir des échanges constructifs avec des humains dans la vraie vie. Quand je dis dans la vraie vie, c'est soit donc en présentiel, en identifiant des personnes avec qui on se voit bien travailler, ou peut-être aussi via les réseaux sociaux, de tisser du lien, d'apprendre à se connaître, de s'intéresser à leurs besoins, à leurs envies, à leurs souffrances, à leurs points de douleur, à leurs peurs, à leurs frustrations, pour voir en fait déjà le langage que ces personnes-là utilisent. Et à partir de là, ça va te permettre d'adopter un langage adéquat. Tu vas pouvoir parler son langage à elle, utiliser ses mots pour que ça puisse résonner pour elle quand elle te lit, quand elle t'entend. Et du coup, quand on est au plus proche de sa cible, eh bien, on ne risque pas de se tromper et de proposer des services ou des offres qui sont en inadéquation avec ses besoins. Quand on la connaît par cœur, elle va forcément trouver, du coup, quand on a une offre vraiment adaptée, une réponse et une solution à sa recherche. Donc, si on promet la transformation à la personne idéale qu'on a envie d'accompagner, eh bien, on sait que ça va le faire. Et pour la 6e leçon que j'ai apprise, du coup, pendant ces 2 ans d'entrepreneuriat, c'est qu'il est primordial de bien s'entourer. D'abord, le réseau. Donc, le réseau, quand je disais qu'il faut être proche déjà de sa cible, donc c'est une chose déjà. Et le réseau va peut-être aussi permettre d'être au contact de cette cible-là. Donc, l'idée, c'est d'identifier déjà où elle est présente et du coup, d'être toujours dans le but de rencontrer différents prospects qui peuvent correspondre à sa cible. Ensuite, l'idée, c'est d'avoir un réseau, des liens
avec des entrepreneurs qui puissent en fait nous aider à avancer. En fait, l'objectif, c'est de bien s'entourer avec des personnes qui peuvent être inspirantes, avec laquelle il y a une certaine solidarité, un soutien, et avec qui on peut se voir grandir, s'élever. Donc, il y a vraiment besoin de s'entourer de relations porteuses et qui tirent vers le haut. Ça me paraît du coup super important d'avoir donc des relations de qualité. Quand je parle aussi de relations, je parle aussi de tout ce qui est collaboration, partenariat, qui est souvent quelque chose, je trouve, de très motivant, dans le sens où quand on est deux, par exemple dans le cadre d'un partenariat, eh bien, on avance, mais tellement plus vite. La personne va venir peut-être nous bousculer, nous mettre encore plus dans l'action, nous sortir de sa zone de confort. Et à deux, donc, on est beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant. Mais d'ailleurs, ça vaut le coup aussi quand je parle de réseau. Dans le cas, par exemple, de networking, de mastermind, etc. L'idée est la même, c'est que à plusieurs, on est plus fort, on monte en puissance. Et au final, je trouve que l'effet miroir est super intéressant parce qu'on se voit à travers le regard des autres, à travers ses croyances, à travers ses peurs, à travers tout un tas de choses. Et souvent, c'est aussi le moyen de s'inspirer de ce que les autres ont fait, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Et du coup, ça peut être vraiment magique, porteur, soutenant. Quand je parle aussi de bien s'entourer, je parle également de faire appel à des formateurs, des coachs, des mentors. Parce que quand on est seul dans son coin, eh bien ça peut être assez difficile de relever les challenges qui se présentent à nous. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il peut arriver qu'on soit face à un obstacle et qu'on ne sache pas comment le surmonter. Et à partir du moment où on a quelqu'un avec son expérience, ses compétences, qui peut lever certaines zones d'ombre, qui peut nous faire voir les choses d'une certaine façon, qui peut nous faire relativiser peut-être certaines défaites et qui peut nous aider à vraiment avancer dans la bonne direction, eh bien, moi, je crois clairement que c'est un accélérateur de dingue quand on a envie de réussir. Et après, dernière façon, je dirais, de bien s'entourer, c'est le fait de déléguer. Moi, j'ai très rapidement délégué certaines choses. Donc, souvent, la question se pose à partir de quand je commence à déléguer? Est-ce que c'est à partir d'un certain niveau de chiffre d'affaires, de rémunération? Est-ce qu'il faudrait que j'attende vraiment d'être complètement dépassée par les événements avant de faire confiance à quelqu'un d'autre? Eh bien, moi, dans mon cas, j'ai rapidement délégué parce que je me retrouvais à être dans le forcing sur certaines choses qui me paraissaient pourtant essentielles. C'est-à-dire que, donc l'idée, comme je dis, c'est toujours d'aller dans le 20-80, de rester dans sa zone de génie, dans ce qui est fluide. Mais quand ce sont des choses urgentes ou importantes, on ne peut pas forcément éliminer la tâche en question. Mais par contre, donc c'est soit on se forme, on s'y met, on s'y attelle et on est discipliné, régulier pour mettre les choses en place, ou sinon, autre solution, eh bien on délègue. Si par exemple tu n'aimes vraiment pas la compta, les chiffres, etc., eh bien délègue ça. S'il y a des choses où techniquement parlant tu ne sais pas gérer, par exemple le montage d'un podcast ou des choses, formation en ligne, eh bien on peut toujours faire appel à des personnes pour qui c'est vraiment le domaine de compétence et qui irait tellement plus vite. Moi pour ma part, ce que j'ai voulu très rapidement déléguer, c'est déjà j'ai fait recréer un site internet parce qu'au démarrage j'en avais fait un qui n'était tellement pas à mon image. Donc là, c'est tellement plus aligné, j'arrive à mieux y faire passer les messages que je souhaite. Et par contre, je délègue carrément le référencement. On travaille vraiment en binôme, voire trinôme. Donc je travaille avec 2 personnes qui vont peut-être agir comme tout l'aspect technique, on va dire, vraiment création de pages de vente, etc. Tout l'espace formation pour les clients que j'accompagne. Et il y aura aussi la partie copywriting, ghostwriting, donc avec notamment la rédaction d'articles de blog qui font que ça s'intègre dans une stratégie digitale, marketing globale par rapport à mes objectifs et à toutes les autres choses que je mets en place autour de ça. Voilà, donc ça c'était vraiment la partie
bien s'entourer. Une leçon vraiment très 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 importante qu'on a peut-être tendance à sous-estimer, mais en gros, entourez-vous d'entrepreneurs avec qui vous pouvez évoluer ensemble, notamment grâce à donc, des réseaux networking, à des masterminds. D'ailleurs, c'est pour ça que moi j'ai créé le mien, parce que je trouvais que les quelques masterminds qui existent s'adressent souvent à des entrepreneurs d'un niveau assez avancé, mais qu'il y en a peu pour des personnes qui ont débuté depuis quelques mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, et avec des chiffres encore, on va dire, à leur début, quoi. Donc moi, c'était vraiment ce but-là, c'est de pouvoir vous apporter quelque chose qui manque par ailleurs pour que vous puissiez profiter de la puissance du cerveau collectif et avancer beaucoup plus vite à plusieurs. Ensuite, donc, toujours s'entourer des coachs, mentors, donc en coaching individuel ou groupe via des masterminds notamment, ou sinon encore déléguer à des personnes qui sont beaucoup plus doués que nous dans certains domaines, puisque le métier d'entrepreneur, eh bien, ça englobe encore plein d'autres métiers autour qui touchent au marketing digital, à la compta, à la création de contenu, enfin, tout un tas de choses. J'évite de rentrer dans le détail, mais en gros, vous savez très bien de quoi il s'agit. 7e leçon que j'ai clairement intégrée, c'est le fait de lâcher prise quant aux résultats chiffrés. Ça peut paraître paradoxal quand je parle du fait de poser toujours des objectifs clairs et précis, qu'ils soient smart. Mais l'idée, c'est que oui, c'est essentiel de poser des objectifs, de savoir ce qu'on a envie d'atteindre et de pouvoir mesurer justement le succès, le cheminement, l'avancement. Mais le plus important aussi, c'est d'éviter d'être esclave des objectifs que vous êtes fixés. C'est-à-dire que si à partir de là, vous êtes amené à bosser toutes les journées, tous les soirs, tous les week-ends, que vous ne prenez pas de vacances, que vous vous tuez à la tâche, ce n'est pas l'objectif. Le but, je rappelle, c'est toujours de s'épanouir et de créer un business qui soit au service de votre vie et non pas l'inverse. Donc, faire moins, mais mieux. Moi, ce que j'ai vraiment appris ces 2 ans, c'est que les objectifs vont être plus facilement atteints quand ils sont porteurs de sens et qu'on chemine dans le plaisir. Pour moi, ça a été vraiment révélateur parce que, donc, après mes 10 ans d'expérience en tant que salarié, j'étais dans des grands groupes, grande distribution, répartition pharmaceutique. Donc, on avait clairement juste des objectifs chiffrés à atteindre coûte que coûte, donc énorme pression. On se posait pas forcément la question, ou en tout cas, on devait suivre les directives à atteindre ces objectifs sans remettre en question quoi que ce soit. Et du coup, c'était pas forcément porteur de sens. Et quand c'est pas porteur de sens, eh bien, ça peut démotiver, décourager. Et l'idée, c'est toujours de cheminer dans le plaisir. Donc, l'objectif est fixé, ok. Mais par contre, le comment je l'atteins, ça va être les sous-étapes qu'on se définit. Et dans le comment, il faut que ça se fasse dans le plaisir et non pas dans la souffrance. Est-ce que je le fais avec facilité? Est-ce que je le fais dans la joie, la bonne humeur? Même si des fois, il peut arriver que certaines tâches essentielles pourtant dont on ne peut pas se défaire soient nécessaires et qu'on ne puisse pas les éliminer, l'idée c'est d'arriver à rendre ça plus accessible, arriver à gamifier, donc à ce que ce soit plus dans le jeu, dans le plaisir. Mais vraiment, cette notion de cheminer dans le plaisir, elle est super importante dans ce sens-là. Et donc, ne devenons pas esclaves de ces objectifs chiffrés que l'on se fixe. Et on se lâche la grappe. On évite de répondre à toutes ces injonctions qui, des fois, en fait, font que, on s'emprisonne dans un système dont on ne veut pas au final. Parce que peut-être que quand on a été salarié, on s'est peut-être senti un peu emprisonné dans des cases. Mais l'idée n'est pas de répercuter la même chose, en fait. Donc, si par exemple on entend il faut publier tel nombre de fois par semaine sur les réseaux sociaux à tels horaires, etc. Moi, la première, ce sont des choses que je voulais absolument mettre en place et ça a été chaud de tenir. Et surtout, c'était tellement pas ma zone de génie, tellement pas dans le plaisir. Et j'ai trouvé d'autres façons de faire, c'est-à-dire, par exemple, vous parler tout simplement sur Telegram, sur podcast, parce que c'est beaucoup plus simple pour moi et je le fais aussi à mon rythme. Je ne me dis pas il faut que tu sortes absolument un épisode tel nombre de fois par mois ou que tu partages des choses sur Telegram en audio tel nombre de fois par semaine. Au contraire, je me dis on se lâche la grappe,
on avance avec son inspiration et qu'on va chercher un peu dans les choses du quotidien, mais vraiment dans ce qu'on constate, dans ce qu'on voit, dans ce qu'on lit, dans nos accompagnements avec nos clients, dans les choses qui reviennent très souvent justement par rapport aux besoins de nos prospects, etc. Donc, on se lâche la grappe, on fait de façon fluide, dans le plaisir, et c'est là où on va être efficace plutôt que d'être dans le forcing, dans le « il faut ». 8e leçon que j'ai intégrée, c'est la patience. J'étais totalement impatiente au démarrage. Je voulais des résultats immédiats, des résultats extrêmement élevés, mais avec des deadlines tellement courtes. Donc avec le recul, je me dis, mais en fait, tu te rendais pas forcément compte de ce que ça impliquait comme effort, comme chose à mettre en place. Et puis le temps est forcément nécessaire pour en fait réaliser ta vision, atteindre ce à quoi tu aspires. Et j'étais du coup tout le temps dans une certaine frustration. Tout ce que je faisais n'était pas assez. Il y avait toujours besoin de faire plus. Moi qui pourtant veux être dans le confort, dans le fait de travailler à mon rythme et ne pas être dans des semaines méga chargées à bosser 80 heures comme j'ai connu avant mon burn-out quand j'étais salariée. Et au final, je me retrouvais à toujours me dire « Ok, là, t'as peut-être bossé un nombre d'heures convenable, mais tu peux toujours faire plus. Et en faisant plus, t'auras plus de résultats. » Donc j'avais cette frustration, cette culpabilité. Mais à côté de ça, c'était important pour moi que je puisse avancer en respectant mon écologie personnelle, mon énergie. D'ailleurs, je vais y revenir plus tard. Mais il fallait que je me sente bien dans mon corps, dans ma peau, dans mon mental, psychologiquement, physiquement, sur tous les plans. Et que je puisse profiter aussi de la vie, d'aller en voyage, d'aller au restaurant, de voir mes amis, ma famille, etc. Et du coup, il a fallu que j'accepte que oui, on a besoin de s'armer de patience pour arriver à concrétiser la vision à laquelle on aspire et que l'idée c'est quand on pose un objectif et qu'on pose des deadlines, que ce soit complètement aligné avec nos valeurs, avec la réalité de ce que ça implique pour qu'on puisse y mettre la juste énergie qui puisse faire en sorte que notre business vienne servir notre vie et non pas qu'on en soit, donc comme je disais tout à l'heure, esclave. Donc step by step, et c'est totalement ok. Et je vais même plus loin, quand on se fixe des objectifs extrêmement élevés, on peut être tellement vite découragé, ça nous paraît, mais tellement une montagne qu'on peut vite se retrouver à procrastiner, à être dans l'immobilisme, à ne pas passer à l'action. Et du coup, on culpabilise encore plus, on est encore plus frustré. Du coup, c'est tout un cercle vicieux dont il est difficile de sortir. À partir du moment où on se dit, écoute, je revois mes objectifs, je voulais peut-être atteindre ça en 1 an ou en 2 ans, ça prendra peut-être 5 ans, c'est totalement ok. Mais le plus important, c'est pas juste de cravacher, mais je veux juste tout simplement être heureuse et arriver à créer cette vision-là à laquelle j'aspire. Et donc sans me rendre malade pour ça, quoi. Et à partir du moment où on revoit ses objectifs, les choses paraissent tellement plus accessibles. C'est comme si je vous disais, je rêve de gravir l'Annapurna. Peut-être qu'il faut 2 semaines de marche, mais si je me dis, en 2 jours, je vais le faire, je vais rester tout en bas de l'Annapurna, je vais même pas commencer mon cheminement, et je vais me dire, non mais ça va être éreintant, ça va être fatigant, je vais être usée, mais est-ce que je vais y arriver ? C'est complètement pas faisable. Et forcément, je vais peut-être lâcher l'affaire ou y aller tellement petit pas que, allez, on avance, on recule et puis le résultat n'est pas à la hauteur de ce qu'on espère. Et donc, c'est pas top. Mais par contre, si on se fixe donc des objectifs clairs, définis et qu'on a conscience du temps nécessaire et de la patience nécessaire, c'est ok de se dire, l'idée c'est d'avancer pas à pas, step by step. Ça, c'était donc le 8e pilier que j'ai appris grâce à ces 2 ans d'expérience. Le 9e, c'est que l'entreprise est là donc pour être au service de ta vie et non l'inverse. J'avais déjà commencé un petit peu à aborder ce sujet-là sur les premières leçons que j'ai apprises pendant ces 2 ans. Mais pour moi, la réussite est à définir pour chaque personne déjà. Parce que souvent, on peut croire que réussir, quand on vise le succès, quand on est ambitieux, c'est en gros être prête à tout sacrifier, à penser qu'au travail,
à être dans un monde un peu de requin où on est prêt à tout, quoi. Alors que faux. Et chacun a besoin d'aller trouver sa définition de la réussite et non pas celle que la société nous fait croire que c'est. Et la définir, c'est aussi aller à la rencontre, donc ça rejoint à ce que je disais, la connaissance de soi, aller à la rencontre de ses valeurs, de ce qui compte réellement dans sa vie, dans ses différents domaines de vie, et de se mettre au centre en fait de son business pour que celui-ci vienne servir notre vie, quoi. Et pour moi, la réussite, c'est tout simplement la capacité à construire une entreprise qui soutient tes valeurs et tes aspirations personnelles. Donc l'idée, c'est d'arriver à aligner travail et vie perso pour que tu puisses arriver à l'épanouissement que tu recherches, que tu désires. Donc je rappelle, 9e leçon apprise, donc c'est l'entreprise qui doit être au service de ta vie. Et l'idée, c'est que la réussite réside dans ta capacité à construire une entreprise qui soit dans le soutien de tes valeurs et tes aspirations. 10e et dernière leçon que j'ai apprise pendant ces 2 ans en tant qu'entrepreneur, c'est que l'énergie est ta ressource la plus précieuse. Donc en fait, souvent on va parler du manque de temps, qu'on est débordé, etc. Mais bon, quand je dis qu'il faut aller dans le 20-80, dans les tâches essentielles qui génèrent du résultat, déjà, on peut se libérer pas mal de temps en éliminant le superflu. Au-delà du fait que ce n'est pas une question de temps, un entrepreneur qui est épuisé mentalement, physiquement, ne va forcément pas être efficace. Et avec même tout le temps du monde et de disponible, s'il est usé, vidé, au bout de sa vie, eh bien, il n'arrivera à rien. Donc, l'équilibre de vie reste primordial, donc à définir aussi selon chaque personne, à quel point est-ce que vous êtes prêt à vous investir dans votre travail, dans votre business. Et donc, l'idée, c'est d'équilibrer travail et récupération pour avoir justement un haut niveau de performance. Donc, l'idée, c'est de prendre toujours soin de soi, de son corps, de son esprit. Je sais que pour ma part, ça passe par tout un tas de choses. Ça peut être des routines. Je pratique beaucoup le yoga. Mais au-delà de ça, de la méditation, des moments de repos, de sortie entre amis, des moments où je vais juste ne rien faire, regarder des films, des séries. Et quand je dis rien, c'est pas juste être assise là à regarder le plafond. Rien, c'est juste un moment où je me régénère, je me repose, je m'accorde du temps, je m'écoute, je réponds à mes besoins. Je peux aussi aller faire une séance de flottaison, me faire masser, aller faire une retraite, des ateliers, des workshops yoga, peu importe. Mais l'idée, c'est vraiment d'arriver à trouver ces petites choses qui vous donnent de l'énergie, qui vous reposent. Et c'est du temps en moins, effectivement, sur votre business. C'est du temps en plus pour vous, mais pour que vous reveniez d'autant plus efficace et efficient et productif. Et c'est ce qui va vous permettre d'aller justement plus vite vers les objectifs que vous vous êtes fixés. Ça passe aussi pour moi par l'alimentation. Souvent, on a tendance à sous-estimer ça. Mais je trouve que c'est important de prendre soin de son corps et de son esprit. Et ça passe par la nutrition. Je vais pas détailler ce sujet-là, mais l'idée, c'est que moi, j'ai besoin d'apporter à mon corps les nutriments, les aliments qui vont lui faire du bien. Je vais être très à l'écoute de mes ressentis, de savoir ce qui me fait du mal à un moment plutôt qu'à un autre. Les moments où je peux me lâcher sur du sucre, mais les moments où j'ai plutôt besoin de ralentir, de partir sur vraiment du très végétal, plein de bonnes graisses, d'oméga 3, etc. Et je sais que c'est dans les moments de rush, ça va être un pilier fondamental pour moi, pour mon énergie, pour que je puisse avoir justement cette ressource la plus précieuse, donc qui est l'énergie, pour la mettre au service de ce que j'ai à créer. Si par exemple je vous parle donc du lancement de mon mastermind Expand, j'avais créé des formations en ligne qui m'ont demandé beaucoup de temps, de la création des supports, l'enregistrement de ma voix, les workbooks, la mise en place de l'espace formation, tout un tas de choses. Et ça a mobilisé ma concentration, mon focus, mon attention de façon tellement soutenue et sur la durée que oui, c'était un moment où j'avais besoin de me nourrir bien,
de me nourrir de façon qui fasse du bien à mon corps, qui me donne la bonne énergie, et non pas juste du sucre qu'on élimine avec des pics glycémiques qui nous mettent au final down. Donc ça, plus du yoga, de la marche, sortir prendre l'air, sortir boire un café, un thé avec une copine. Mais voilà, ce sont des choses très importantes à ne surtout pas négliger. Donc n'oubliez pas, l'énergie reste ta ressource la plus précieuse. J'arrive doucement et tranquillement vers la fin de cet épisode. Je résume les 10 leçons que j'ai apprises grâce à ces 2 ans d'entrepreneuriat. La première, ça reste d'être connecté en conscience de soi. La deuxième, c'est que la clarté est primordiale. La troisième, c'est que le perfectionnisme est l'ennemi du progrès. La quatrième, si tu ne te bouges pas, personne ne le fera pour toi. La cinquième, la cible, toujours et encore au centre de ton approche. La sixième, donc l'importance de bien s'entourer et choisir un réseau soutenant. La septième, lâcher prise donc quant aux résultats et ne pas devenir esclave de ses objectifs. La huitième, faire preuve de patience. La neuvième leçon, l'entreprise est au service de ta vie et non pas l'inverse. Et enfin la dixième, l'énergie est ta ressource la plus précieuse. J'espère que cet épisode vous aura apporté un maximum d'éclairage et aura mis en lumière certaines zones d'ombre qui vous aura plu. Et je vous propose donc de le partager au maximum à des personnes que ça peut aider au quotidien. Et je rappelle, abonne-toi pour être notifié de la sortie des prochains épisodes. À très vite!